Salut à tous. Après de longs mois d'absence, me revoilà pour des traditionnels top et flop de l'année. Pourquoi une si longue absence? La réponse, c'est que la vie est faite d'aléas qu'on ne peut esquiver d'un revers de la main et que la vidéo sur laquelle je travaille actuellement ne me satisfait pas encore du tout. Et plutôt que de publier quelque chose que je n'aime pas, je préfère la retravailler encore et encore et encore et encore. And again, 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 and again. Du coup, cette vidéo, comme quelques-unes que j'espère sortir, seront en audio uniquement, ce qui vous permettra de faire autre chose, de la couture, vos devoirs, de la vaisselle, jouer à des jeux sexuels. Mais là, nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat, je pense. Oui, plus intime, dirais-je même. C'est certain, nous n'avons pas à divulguer certains problèmes personnels, cela ne nous regarde pas. Tout à fait. Passons au vif du sujet. Concernant le corpus de films, j'ai enfin pu atteindre et dépasser mon objectif de 100 films vus au cinéma. Donc 103 films ont été vus au cinéma en 2019, et 9 avec Netflix, Amazon Prime et des moyens un peu détournés que je ne citerai pas. Ce qui porte le total à 112 films. Bravo, vous savez faire une addition. Je rappelle que ce top est 100% subjectif. 100%. Donc s'il y a des films que vous avez aimés mais qui ne sont pas dans ce top, soit je les ai pas vus, soit je les ai pas aimés, au point de faire des statuts Facebook, Instagram ou Twitter disant que c'est le meilleur film du monde. Pardon, ça m'a échappé. Aussi, pour ceux qui veulent découvrir les films, je vais spoiler le moins possible. Voilà, vous êtes prévenus. Et on commence par les mentions honorables. Il y en a beaucoup trop. Donc on commence par À couteau tiré. Donc film inspiré d'un Cluedo et de la formule américaine du Who Done It. Ce film nous transporte dans une affaire policière peu conventionnelle, avec un casting 5 étoiles, dont Daniel Craig et la sublime, succulente, waifu confirmed et fantasme de mes nuits et de mes rêves les plus fous, Ana de Armas. Le tout écrit et réalisé par Rian Johnson, qui confirme encore que l'écriture est essentielle dans un film. N'est-ce pas? Star Wars épisode 8 et le très bon Looper. J'ai bien aimé ce film. Rian Johnson a le don pour rendre comique certains aspects de l'enquête, entre la grand-mère ou le gimmick de Martha obligée de dire la vérité sous peine de vomir, et d'autres péripéties très intéressantes. Il y a une grande dynamique entre les différentes parties de la famille qui cherchent d'abord à se protéger mutuellement, puis se disputent aux suites de nombreux conflits qu'il y a eu dans la soirée. Bref, c'est génial. Ce long métrage n'atteint pas le top, parce que il est quand même assez prévisible, surtout sur l'identité du meurtrier. Dragon Ball Super Broly et One Piece Stampede. La suite de Dragon Ball Super au cinéma avec le retour d'un antagoniste bien connu des fans d'un côté, et un film anniversaire pour les 20 ans de One Piece, bourré d'action et de fanservice. Deux très bons films pour les fans d'anime. Le premier étant l'histoire racontée de Broly pour cette fois rejoindre le canon, avec une première moitié très bonne en histoire et la seconde moitié beaucoup plus concentrée en combat pur et dur. Un divertissement, un manège de parc d'attractions intense dont on sort les étoiles dans les yeux. Le second film étant le premier film One Piece depuis longtemps, très longtemps, à savoir depuis le time skip, que j'ai réellement apprécié, avec ce qui manquait pour moi, un intérêt et du fan service. Quel plaisir de revoir certains personnages de la série. Franchement, c'était ce qu'on attendait. J'ai été heureux de voir aussi que l'objet convoité par tous dans ce film était digne d'intérêt et important à l'histoire, avec en plus une scène post-générique donnant des indices sur le One Piece. Nicky Larson et le parfum de Cupidon. On continue avec les mangas pour se tourner vers l'adaptation en film live de Nicky Larson, City Hunter, voilà, les deux. Enfin on y est, on a battu les Américains, à pleine couture. On a réussi à faire de meilleures adaptations de manga et la même année que Alita.
Voilà, hein. Bravo à Philippe Lachaud qui a fait une adaptation vraiment fidèle au matériel de base, que ce soit pour les fans de Nicky Larson ou ceux de City Hunter, personne n'a été lésiné et on ne sera pas déçu. Et pourtant c'était mal barré parce que la première bande-annonce était catastrophique. Mais finalement, ce film méritait véritablement une place dans cette vidéo parce que c'était bien cool. Donc du coup, merci Philippe, et maintenant on voit une suite. Hein. Film suivant, Shazam. En parlant d'adaptation, il tente de parler de la meilleure adaptation de super-héros sur grand écran de l'année. Oui, de l'année, oui, Shazam, oui, voilà. Hein. Ça y est, pour moi, DC est enfin sorti de cette spirale noire. Après un Suicide Squad merdique, une Wonder Woman pas terrible et un Aquaman ridicule. Mon Dieu, mais c'était pas possible ça. Shazam est venu nous sortir de là. Merci Shazam. L'humour est pour une fois logique. Je rappelle qu'on parle d'un gosse qui devient adulte grâce à des super pouvoirs, avec un méchant charismatique, en même temps Mark Strong. Voilà, la crème de la crème des têtes de vilains, c'est Bojo. Oui, c'est lui. Le personnage de Billy est attachant et la performance de Zachary Levi est convaincante. Franchement, c'est un bon film, allez le voir. Rocketman, on reste dans les paillettes et les enfants devenus trop grands trop vite avec Rocketman qui nous narre la vie rocambolesque d'Elton freaking John, réalisé par Dexter Fletcher, le gars à qui on doit Eddie the Eagle, un véritable feel-good movie avec Taron Egerton, le même Taron Egerton qui vient cette fois enfiler les costumes extravagants de l'un des plus grands génies de la musique, brisé par le mal-être qu'il ressent et son addiction à la drogue. Bref, un très beau film avec des visuels hypnotiques et une musique entraînante et une putain de performance d'acteur qui a été récompensée à juste titre selon moi. Une très bonne comédie musicale. Et oui, et donc je suis un peu deg parce que c'était prévu que ce soit lui qui fasse Bohemian Rhapsody. Mais bon, les studios. Lucky Day. Et puisqu'on parle de rocambolesque, laissez-moi vous présenter le film que personne n'a vu. Et personne, putain, pourquoi ? Mais qui vaut le détour, putain, Lucky Day. Réalisé et écrit par Roger Avary, qui est pas... Enfin, c'est pas Joel Clodo, quoi. C'est l'une des personnes ayant aidé à l'écriture des premiers films de Quentin Tarantino, comme Pulp Fiction et Jackie Brown. C'est pas n'importe qui, oui. Le film nous narre la sortie de prison de Red, un gars qui a réussi un casse formidable. Il est expert en coffre-fort, disons-le. Et son ami de toujours, le roi. Oui. Est poursuivi par un étrange personnage et néanmoins fou allié de tueurs à gages français ou américains, on sait pas trop, qui se croit français, il pense qu'il est français, donc est-ce qu'il est français, pas français, on sait pas. Vous voyez ce film maintenant. Oui, maintenant, tu coupes la vidéo, tu vas le voir et tu reviens. Oui. Il est formidable. Déjà, c'est la suite spirituelle de Killing Zoe, et un hommage au regretté Tony Scott, son ami de toujours, avec lequel il a fait absolument cultissime True Romance, et qu'il écrit son film comme un hommage aux années 90. Hommage complètement validé. Et pour ceux qui ne s'attendent pas, y a Nina Dobrev, voilà, oui, et elle parle français, oui, français, oui. Et il y a Crispin Glover, Crispin Glover, il est juste génial, voilà, c'est en même temps Crispin Glover. Ensuite, je suis vraiment dégoûté parce que j'aurais voulu le mettre dans le top, mais comme vous allez le voir, il y a beaucoup de bons films. Donc maintenant, en parlant de France, hors Nicky Larson, il y a un acteur qui s'est démarqué plus que les autres. C'est ce beau gosse de François Civil. 3 films cette fois, avec d'un côté Le Chant du Loup que tout le monde a vu, en même temps c'était incroyable, c'était une reconstitution de ce que vivent les sous-mariniers, et un focus sur le métier d'Oreydor, qui constitue un des points névralgiques de l'équipage dans la détection d'intrus. Voilà, c'est un film incroyable. Second film
qui pour moi est très bon aussi. C'est un film sur la dépression, et la justesse du propos est juste incroyable, et il mérite vraiment d'être vu par tous. Ça peut aider à la compréhension de ce mal-être terrible qu'on ressent lorsqu'on imagine ne pas être à sa place dans ce monde. Et ça s'appelle 2 mois. Et franchement, c'était très cool. Et le troisième film est pour moi mon préféré, Mon Inconnu, une histoire d'amour géniale sur petit fond de SF, qui montre qu'on est tout à fait capable de faire de la SF en France, parce que putain, la scène d'ouverture, c'était incroyable. Il y a une vraie alchimie entre les acteurs, et il y a surtout la magnifique, la sublime, l'incroyable Joséphine Japy, pour lequel j'ai eu un coup de foudre quasi immédiat, faut l'avouer. Franchement, cette année, en France, c'est l'année de François Civil. Et maintenant, dernier film avant d'attaquer le top, un film sur lequel j'ai envie de dire quelques mots quand même, ça s'appelle Carnet 88. Donc j'ai vu ce film lors d'une séance Unknown Movies, à laquelle je pouvais participer pour une fois parce que j'étais sur Paris. Petite parenthèse sur les séances Unknown Movies, si vous ne savez pas ce que c'est, en fait c'est un principe très simple. Le gars, donc Victor Bonnefoy de la chaîne In The Panda, organise des séances avec un film mystère. On ne sait rien du film, mais ça va forcément être soit drôle, soit gore, soit creepy, mais dans tous les cas intéressant. Enfin, c'est très cool, très très sympa comme principe. Je ferme la parenthèse. Donc, le sujet du film, c'est la vision du néonazisme. Wouhou! Et ça raconte, ça suit plutôt la vie de Daniel Conversano au cours de plusieurs années. Ce long métrage ne donne pas une bonne ou une mauvaise image de ce mouvement. Il essaye de ne prendre aucun parti, même si tous les films sont politiques. Évidemment, on ressent la vie de Sylvain Yonnet à travers les différents segments que présente le film. C'est sûr et certain. Mais encore une fois, le film peut être pas mal dur pour plusieurs personnes. C'est pas rare de ressentir un profond malaise pendant certaines scènes, mais elle mérite le coup d'œil. Ça mérite d'être vu, c'est la réalité des choses, il faut le voir. Une nouvelle fois, donc du coup, merci Sylvain Yonnet d'avoir pris des risques pour nous délivrer ce documentaire juste d'une justesse incroyable. Voilà, c'est maintenant l'heure du top 10, et on commence, vous l'aurez deviné, avec le numéro 10, Fighting with My Family. Un très très bon film qui retrace les débuts dans la WWE de Paige, la catcheuse, et comment elle a intégré le roster principal. Alors déjà, je suis un très gros fan de catch. Je suis allé voir un live de la WWE et j'avais les étoiles dans les yeux. Et donc si on me dit qu'il y en a un demain, là, je suis prêt à y aller de suite. De plus, Paige, c'est quand même une de mes catcheuses préférées lorsqu'elle était encore en activité. Parce que oui, elle a pris sa retraite, entre guillemets. Elle avait un style et un charme. Franchement, c'était le top du top. Alors si en plus, on m'ajoute des bons acteurs comme Nick Frost, The Rock, Vince Vaughn et une certaine actrice qu'on retrouvera plus haut dans le classement, dans une histoire géniale et qui tape plus juste que toutes les propagandes féministes qu'on se mange dans la gueule récemment. Et un putain d'esprit du catch respecté, franchement, je peux qu'aimer. Il a pas fait assez de bruit à sa sortie et il mérite pourtant plus que ça. Allez le voir. Numéro 9, Arctic. Aussi appelé mon pire moment de cinéma jamais vécu de l'année. Mais pourquoi alors je l'ai mis là Bon, déjà, je vous explique l'histoire. Mads Mikkelsen, Madou pour les intimes, est bloqué en Arctique et doit survivre en attendant les secours. C'est tout. Pas plus que ça, mais franchement, il est génial. Malgré le peu de paroles, on ressent toute la peine de l'acteur principal. On découvre son quotidien peu ordinaire, ses mutilations physiques dues aux températures extrêmes, et on s'attache à lui petit à petit. Et j'ai dit pire moment de cinéma parce qu'il y a un moment, après X péripéties auxquelles le héros parvient à s'échapper tant bien que mal, surtout avec beaucoup de mal, il lui en arrive une autre, et à ce moment-là du film, j'ai craqué, je me sentais si mal, je voulais le voir réussir plus que tout, je voulais le voir réussir à s'en sortir, et après tant de choses qui lui arrivent dans la gueule, voir une autre couille lui arriver, franchement, j'ai désespéré, j'ai eu le désespoir et j'ai chialé pour lui. C'était incroyable.
Et c'est là, c'est à ce moment-là, c'est ce moment où tu souffres avec le personnage principal. C'est ce moment de magie du cinéma qu'on n'arrive pas à expliquer. Et rien que pour ça, il mérite sa 9e putain de place. Il mérite un visionnage. Vous devez aller le voir. Numéro 8. Green Book, sur les routes du Sud. Un peu plus jovial cette fois, on va parler rapidement du film qui a gagné l'Oscar du meilleur film. Pour moi, c'est mérité. Personnellement, voilà. Viggo Mortensen, il joue un personnage nommé Tony Lip qui mange comme pas deux et qui est très nature et brut et a pour job de conduire Don Shirley, joué par Mahershala Ali pour sa tournée dans les États sudistes et donc racistes des États-Unis. Franchement, très cool, un film merveilleux et on sent une petite alchimie entre les acteurs, donc pour moi c'est un gros oui. Numéro 7. Le gangster, le flic et l'assassin. Ou c'est qui ta maman pour les intimes. Ouais, un gros film d'action dans lequel un flic et un gangster doivent s'allier pour traquer un mystérieux assassin. Et le cinéma coréen tue sa mère. Un très bon film d'action avec de belles scènes et une putain d'intrigue. Franchement, je valide à 100% ce genre de film. C'est une grosse claque, c'est un gros kiff. Numéro 6. Le Mans 66. Le film qui raconte comment Ford a gagné contre Ferrari grâce à Carroll Shelby et Ken Miles, respectivement interprétés par Matt Damon et le beaucoup trop talentueux Christian Bale qui a joué dans Vice, encore un autre film de l'année. Et franchement, Vice c'était très bon. Petite parenthèse sur Vice terminée. Franchement, j'ai aimé ce film. C'est un très bon film, une très bonne année pour Christian Bale. Et j'ai pas vu le temps passer. J'étais accroché à mon siège lors des scènes de course, c'était incroyable, tant dans la réalisation que dans le sound design. C'était impressionnant. Et la fin, j'ai senti une petite larme couler. Voilà. Numéro 5. Les Enfants du Temps. Donc je sais techniquement, il est sorti en 2020, mais il est sorti en 2019 au Japon. Je l'ai vu en décembre, 2 fois en avant-première, sauf Kit. Voilà, c'est... À la base, en bon film d'animation, je voulais mettre Makia ou Le Merveilleux, Les Enfants de la Mer. Mais finalement, vu que j'ai vu ce film, il a dépassé les deux autres. L'histoire est celle d'Odaka, qui quitte sa petite ville pour vivre à Tokyo en tant que stagiaire dans un journal de l'occulte, et qui enquête sur les filles du soleil, filles qui ont le pouvoir de faire apparaître le beau temps. Après des jours de pluie, il fait la rencontre d'Ina, une fille du soleil, et ils vont changer la face du monde. Un film, encore une fois dans la grande lignée de ce qu'a fait Makoto Shinkai, un très bon film. Makoto Shinkai, si vous ne vous souvenez pas, il a fait Your Name, il a fait Garden of World, il a fait tellement de bons films, c'est incroyable. Et là il revient, donc pour moi, niveau classement, il est un peu en dessous de Your Name parce que il n'y a pas de scène comme le Kataware Doki, le crépuscule, cette scène qui était magnifique dans Your Name, il n'y a pas ça, mais on sent plus, disons, un impact vraiment plus écologique là-dedans, donc c'est kiff-kiff, ça passe bien. En fait, si vous voulez, ça reste du bon niveau. Franchement, c'est le top du top en matière de film d'animation. Numéro 4, Stan et Ollie. Voilà, donc ça c'est l'un des films les plus touchants de l'année. Si Le Mans 66 m'a fait couler une petite larme, Arctic m'a fait pleurer de désespoir, ce film-là était triste et beau à la fois. Donc ce film, c'est l'histoire de la dernière tournée du duo culte Laurel et Hardy dans les théâtres du Royaume-Uni. Laurel apprend que leur prochain film ne sera pas produit et il cache la vérité à Hardy pendant que la santé de celui-ci se dégrade. Et il y a un moment qui est très beau dans le film, c'est vraiment toute l'histoire qu'il y a sur l'amitié entre les deux meilleurs amis. J'ai encore la chair de poule, oui. Franchement, les personnages ont eu tellement de hauts, de bas, ils se chamaillent, ils se rabibochent. Quand tu as un meilleur ami, quand tu t'es déjà chamaillé. Voilà, c'est l'histoire de deux meilleurs amis et c'est vraiment juste, mais juste de fou, quoi. C'est incroyable. Donc, pour moi, c'est oui, les deux acteurs, mais
C'est fou comme on sent vraiment la relation des meilleurs amis entre Steve Coogan et John C. Reilly et c'est incroyable. Et c'est sorti la même semaine que Captain Marvel et c'est infiniment mieux. Numéro 3, Us. Un des gros films d'horreur de l'année. Après un très bon Get Out, Jordan Peele revient avec son nouveau film Us. L'histoire d'une famille qui revient dans la maison familiale de la matriarche et qui se font attaquer par des clones en combinaison rouge et armés de ciseaux. Oui, c'est le synopsis du film, oui. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Un très très bon film avec des thèmes musicaux incroyables, une scène magnifique de confrontation mêlée à de la danse, c'est vraiment cool. Et ce que j'adore en plus du casting, de la réalisation, de l'ambiance générale du film, c'est que le long métrage contient un message. Il y a le « qu'est-ce que ça raconte ?» Bon, c'est un message pas facile à comprendre, mais en allant ça et là sur internet, on peut totalement trouver une explication. Et un film avec un message, même s'il est mauvais, c'est très cool, mais alors un bon film avec un message, c'est encore plus cool et ça ne court pas les rues. Numéro 2, Midsommar. En parlant de film d'horreur avec un message, il y a le fantastique Midsommar. Wouhou. Bon, là, on entame un gros morceau. Ce film, il peut me paralyser en quelques instants et me causer une insomnie sans pareil. Oui, disons que ce film est choquant. Et juste avec les premières minutes, c'est choquant, surtout avec la justesse du jeu de son actrice principale, jouée par Florence Pugh, qui jouait déjà dans l'excellent Fighting with My Family. Oui, c'est elle l'actrice qui est vachement cool. Et qu'on retrouvera l'année prochaine, enfin plutôt cette année, dans Black Widow. Donc ça, c'est le deuxième film que je vois du réalisateur Ari Aster, après Hérédité. Et là encore, après Hérédité, il nous donne un très bon film d'horreur, sans jumpscare, mais avec une ambiance vraiment pesante. Et là, disons que généralement les films d'horreur, ça se passe toujours de nuit, mais là, ça se passe en plein jour, donc on est un peu dépaysé totalement par cette ambiance, et ça parle des relations humaines à travers une grosse partie du film, un gros sous-texte. Et maintenant, vous savez que j'aime un film qui raconte quelque chose, donc ça explique que le film est numéro 2. Après, je ne dirai rien du scénario principal parce que la bande-annonce reste assez floue, et pour une fois, c'est quelque chose de rare et respectable, ça, on s'y attend pas, et c'est vraiment cool. Numéro 1, Parasite. Tiens, encore un film avec un message et une bande-annonce qui dévoile rien. Bah oui. Donc oui, c'est Parasite qui pour moi est le meilleur film de l'année 2019. Enfin, putain de bordel de merde, enfin une palme d'or qui ne sert pas à rien et qui met en avant un très bon film. Et pas un film osef qu'on oubliera l'année d'après. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de voir le bon vieux Bong Joon-ho avoir la reconnaissance qu'il mérite. Donc moi j'avais découvert le réalisateur lors d'un festival de Cannes en 2019 avec Mother que j'avais vu pour la sélection Un certain regard grâce à mon lycée. Donc c'était très cool et pour moi c'était le meilleur film qu'on a vu durant ce court week-end du festival. J'ai pas encore vu tous ces films mais on sent que l'inégalité des classes sociales est l'un des thèmes les plus importants pour son cinéma. Et ce film Parasite est encore plus axé sur les deux extrêmes, ce qui en fait un film juste génial. Il est même question d'une série en ce moment se basant sur des idées qu'aurait eu Bond mais qu'il n'a pas retenues. Et c'est dire à quel point le film fourmille d'idées géniales. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, je vous incite très très fortement à le voir parce qu'il vaut le coup d'œil. Et non, j'ai dévoilé aucune bande-annonce parce que pour moi, quand je l'ai découvert sans avoir vu aucune bande-annonce et je conseille à tout le monde de le voir comme ça. Franchement, vous avez une bonne surprise et c'est un très bon film. Vous ne passerez pas un mauvais moment. Voilà, c'est tout pour le top 2019, mais qui dit plus de 100 films et bons films dit aussi mauvais film, évidemment. Donc on se retrouve pour la prochaine fois avec le flop film de 2019.